maintenant, on va passer aux rampes. Parce que, avec l'aide de ces outils, en partant des outils, on va créer les rampes. Donc, il faut comprendre que pour cette construction, cette montagne de pierre, il faut deux types de rampes différentes. Un type de rampe pour élever les 2 300 000 blocs d'un poids moyen de 2,5 tonnes à peu près. Et deux phases vont être réservées à l'élévation de ces 2 300 000 blocs, et une phase va être réservée à l'élévation des monolithes. Et les monolithes, ce sont principalement les dalles des chambres du roi. Là, il y en a qui sont élevées jusqu'à 70 mètres de hauteur. Il y en a plus d'une centaine qui font entre 40 et 63 tonnes. Et donc ça, je vais y revenir par la suite. Et donc sur la quatrième face, là on... Non, je ne vais pas expliquer ça tout de suite. Donc, mais là, si j'ai fait une rampe en bois comme ça, c'est pas au hasard, qui va partir comme ça en zigzag, qui va repartir contre la paroi de la pyramide. Elle n'est pas accolée à la paroi, elle part droite comme ça. Elle va monter jusqu'à une certaine hauteur. À partir d'une certaine hauteur, il n'y a plus assez de longueur de paroi. Donc on va être obligé de tourner autour, et plus vous allez vous rapprocher du pyramidion, plus il va falloir écarter les échafaudages et passer en couloir comme ça. Et comme ça, on va pouvoir arriver jusqu'au sommet. Et donc si j'ai fait une rampe en bois comme ça, c'est pas au hasard. Parce que voilà ce que l'on voit au pied de la pyramide de Khéops. Ah. Voilà donc la pyramide de Khéops, là. Il n'y a plus le parement, les blocs de parement lisses parce que tout a été déshabillé. Au pied de la pyramide de Khéops, on a un dallage comme ça, qui fait à peu près 50 cm d'épaisseur là. Ce dallage recouvre tout le pourtour de la pyramide là. Et là, on voit que le dallage a été pillé là. Et sous ce dallage pillé, on va retrouver des trous comme ça régulièrement là. On a une autre photo ici où on les voit mieux, même ces trous là. Vous voyez, ces trous font à peu près 40 au carré, 40 de profondeur. Entre chaque trou, il y a à peu près 3 à 4 mètres. Et ces trous sont situés à peu près à 5 mètres du bord de la pyramide, du parement là. Si on débouche tous ces trous, que l'on y mette des poteaux dedans, on va reconstituer la rampe qui aurait pu exister. Et ces trous ont été relevés, tout ça, ça a été relevé, c'est dans les manuels d'égyptologie, dans les BIFAO, dans les bulletins de l'Institut français d'archéologie orientale. Ce sont des relevés officiels. C'est Georges Goyon principalement qui a relevé tous ces trous là, comme ça. Et pour lui, ces trous ont servi à mettre de niveau le sol. Je ne sais pas comment il fait pour mettre de niveau le sol. Avec un trou grand de 40 au carré et 40 de profondeur, d'après lui, il met des chaises et puis après il va tirer un cordeau, mais je n'arrive pas à comprendre comment il peut faire. Et donc là, et maintenant, pour tous ceux qui vont aller voir, parce que tous les touristes marchent sur ces trous, personne ne les voit. Parce qu'ils sont noyés aussi au milieu de beaucoup d'autres trous qui ont servi à autre chose. Et maintenant, tous les touristes qui vont aller voir les pyramides, rechercher ces trous, eh bien vous allez les trouver en aliments, principalement devant l'entrée des touristes, le boyau là, de la Sab d'Al-Mamoun. Et donc là, prenez du recul, prenez 40-50 mètres de recul, et là vous allez voir, la rampe va se dessiner devant vous. Vous allez la voir, cette rampe, en partant de ces trous. Et donc cette rampe, elle va être faite comme ça, pas collée à la paroi. Et une fois qu'on est arrivé à une certaine longueur de rampe, parce qu'il faut un faible pourcentage, entre 5 et 7%, c'était le maximum, donc on va se retrouver décalé là, de la même largeur comme ça, et on va repartir comme ça à 180 degrés, et on va monter comme ça. Maintenant, après je vais montrer comment on va faire dans le bout pour faire les virages. Cette rampe en bois là, que là je fais à une échelle beaucoup plus grande, hein, et donc là, on va acheminer ces blocs de 2-3 tonnes sur des traîneaux roulés.
Mais quand vous tirez un traîneau sur des rouleaux, il y a toujours un rouleau qui va se mettre en travers. Donc il fallait s'arrêter, remettre les rouleaux droits, et puis après, et donc il fallait solutionner ce problème de rouleaux qui se mettent en travers. Et la solution, elle est toute simple. Il suffit de relier les rouleaux comme ça, par une planche comme ça de chaque côté, qui va vous donner un guide de chaque côté et un guide aussi sur le dessus. Et là, après, les rouleaux ne peuvent plus se mettre en travers. Et là, on va faire un socle au milieu, comme ça. Il n'a pas besoin d'être haut, qui va faire à peu près 1,50 m de large, là, toujours avec des planches d'usure, parce que tout ça, ça va s'user régulièrement. Et il faut aussi que les traîneaux soient bien plats, comme ça, en dessous, toujours avec des planches d'usure. Le bois du traîneau, lui, va tout le temps resservir. Et donc là, les ouvriers donc, vont être de chaque côté. Là. Cette rampe fait à peu près 5 mètres de large. Donc, les ouvriers vont être de chaque côté. Là, il peut même y en avoir derrière qui vont pousser. On peut rajouter une barre comme ça. Et cette rampe, il faut qu'elle soit un faible pourcentage. 5, 7, 8% était le maximum. Donc, les rouleaux peuvent être liés par 4, 5, 6. Il n'y a pas de règle. Là. Et donc, les ouvriers vont tirer. Le deuxième chemin de rouleau va prendre le relais là, et celui-ci va redescendre là. Déjà, 1 minute après, vous pouvez monter un deuxième bloc. Et là, on va arriver en haut là, comme ça, sur un palier là. Et donc là, déjà, ça redescend. On va arriver sur un palier là. Je vais fixer mon traîneau pour pas qu'il redescende là. Voilà. Et donc là, on est sur un palier qui va dans le même pourcentage de pente que la rampe là. Sous ce palier là, il y a une grosse rondelle de bois graissé qui va dans le sens de la pente. Et là, les ouvriers vont pousser là. Et là, au centre, on va faire demi-tour comme ça. La pente est déversée dans l'autre sens. Et on va arriver ici, là, et on va repartir comme ça, dans l'autre sens, là. Et là, cette manœuvre, elle peut être faite en même pas 1 minute par des ouvriers qui ont l'habitude de ce travail. Et là, comme ça, on va pouvoir maintenir le rythme d'acheminement d'un bloc toutes les 2 minutes. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule explication qui permette de maintenir ce rythme d'acheminement. Il fallait imaginer que, avant de cette manœuvre-là, il faut que tout y ait un rythme d'acheminement, hein, parce qu'il faut pas que les ouvriers attendent. Hein, et donc, c'est toute une organisation parfaite. Et donc, les blocs arrivent ici sur une rampe, parce que tous les rampes, ce sont, après les rampes, ce sont des tronçons de rampes de 5-6 mètres de long, même peut-être jusqu'à 10 mètres. Et donc les blocs arrivent sur des rouleaux, là. Donc on va arriver ici, mais on arrive ici, on a une cassure. Hein. Il y a la pente qu'il faut prendre là. Et cette pente, il faut qu'elle soit reprise. Et là, on va avoir un tronçon de rampe comme ça. Les ouvriers vont être de chaque côté comme ça. Il faut que ça soit fait rapidement là. Donc là, on va élever ici. La pente est rattrapée là. Le bloc va passer et on rabaisse la rampe. Cette manœuvre, elle peut être faite en quelques dizaines de secondes. Il faut des moyens rapides. Tout simple en fin de compte. Et donc sur ces rampes-là, on va pouvoir acheminer des blocs plus lourds. Des blocs qui vont faire 5, 7, 8 tonnes au maximum, parce qu'au lieu d'avoir ces chemins de rouleau comme ça reliés, on va avoir des rouleaux reliés comme cela, mais avec des rouleaux où le rouleau va dépasser, où on va pouvoir faire introduire des leviers comme ça en bout. Et là, les ouvriers, comme ça de chaque côté, même ici, là, on peut le démontrer, et ils vont faire avancer tout doucement, parce que pour les blocs les plus lourds, eh bien, on ne pourrait pas tirer des blocs comme ça serait beaucoup trop dangereux pour les ouvriers. Comme ça, on va acheminer, ça va aller beaucoup moins vite, mais on va acheminer par intermittence des blocs de plusieurs tonnes, et donc, comme ça, il n'y a aucun problème pour acheminer. Et ça, il n'y a aussi aucun risque d'accident. Et tous ces chemins de rouleau, toutes
tout est, parce que tout cela, ça va s'user, ça va se casser, tout ça, et tout est standardisé. Il n'y a pas de, tous les chemins de rouleau, il y en a de réserve qui vont être stockés. Il y a un chemin de rouleau qui va avoir un défaut, immédiatement on change de chemin de rouleau, et tout, comme tout est standardisé, les traîneaux c'est tous de la même dimension, et donc comme ça, on va maintenir ce rythme d'acheminement. Et donc, tout ce que je démontre là, c'est uniquement une hypothèse, parce qu'il n'y a pas de certitude. On ne sait pas comment ils ont fait, donc on est obligé d'imaginer. Moi, ce que je démontre, c'est mon hypothèse, je dis seulement, comme ça, on pourrait le refaire. On ne sait pas si ça a été fait comme ça, mais de cette façon, on pourrait le refaire. Et dans toutes ces explications, il ne faut jamais perdre de vue la faisabilité. Une phase va être réservée à l'élévation des monolithes. Et les monolithes, on ne va pas les élever de la même façon, on va les élever sur un escalier comme ça, d'escalier en escalier. Et là, et les monolithes, ce sont principalement les dalles des chambres du roi qui font entre 40 et 63 tonnes pour les plus lourds, élevés jusqu'à 70 mètres de hauteur. Il y en a plus d'une centaine, mais il n'y a pas que cela. Il y a tous les blocs de parement, il y a les blocs en granit de la grande galerie, il y a la chambre du roi où il y a des blocs aussi qui font entre 10-15 tonnes en granit là. Et tous ces blocs, on va les élever sur un escalier comme ça. Et cet escalier va faire 25 mètres de large. Et donc 2 fois 25 mètres, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident dans la montée là comme ça. Et après il va partir en escalier simple jusqu'au pyramidion là. Et cet escalier, maintenant, je vais le démontrer à une échelle beaucoup plus grande. Ici, on a cet escalier qui fait 25 mètres de large, donc 2 fois 25 mètres là, et donc cet escalier va être fait assise par assise. On va d'abord mettre les blocs extérieurs et on va construire l'assise en reculant. On va mettre les blocs de parement à leur emplacement définitif, et ces blocs de parement qui vont entrer dans la construction de cet escalier vont pas déjà être prétaillés dans le pourcentage de pente, ils vont être laissés au carré en ressaut. Ça va vous faire un ensemble qui va être lié comme ça ne peut pas bouger. Donc et cet escalier, pour élever des blocs de 60 tonnes, n'a pas besoin de faire plus de 4 mètres de large. S'il fait 4 mètres de large ici, il va faire 5 mètres 10 de hauteur là. Et donc, parce qu'il y a un barème, compte tenu du degré de pente qui fait 51-51, et ce barème est de 14-11. Vous avez 11 en largeur, on va avoir 14 en hauteur. Et si on élargit l'escalier, vous allez avoir plus de hauteur. Et donc, 25 mètres de large, 8 mètres au centre pour l'élévation des blocs, et ces blocs vont reposer sur cet ensemble fait avec des pierres parfaitement équarries, donc ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas se comprimer. Donc, et les plus longs blocs dans cette construction ne font pas plus de 8 mètres de large. Et donc là, et 8 mètres de chaque côté pour les ouvriers et les blocs de calage là. Et là, on va avoir un échafaudage léger parce que il va y avoir uniquement le poids des ouvriers et le poids du calage. Et pour l'élévation, donc on va avoir 4 points de calage là. 2 sur lesquels repose le bloc et 2 pour l'appui des leviers là. Et même si vous avez des blocs de calage qui vont faire 50 cm de large, sur 5 mètres 10 de hauteur, il faut qu'ils soient guidés, comme ça, sans ça vous allez avoir un ensemble qui va être instable. Et donc, mais il y a une autre façon de caler là, je démontre les 2 façons de caler là. Et
comme les deux sont possibles, là, c'est toujours 4 points de calage, 2 sur lesquels repose le bloc et 2 pour l'appui des leviers. Et on va relier toutes les poutres ensemble comme ça, devant, derrière. Et cet ensemble-là est plus efficace que celui-ci, mais les deux sont possibles et je démontre les deux. Donc on va acheminer ces blocs-là. Avec les pierres de pivotement, là, comme ça, on va acheminer ces blocs-là, comme ça, ici, et on va acheminer ce bloc dans l'autre sens, là, on va l'acheminer au pied de l'escalier, là, et les ouvriers avec des leviers, comme ça, en bout là, du bloc, là, vont lever d'un côté, comme ça, on lève d'un côté, on va caler, on va lever de l'autre côté, on va caler comme ça, et c'est un bloc qui va s'élever comme ça, une fois d'un côté, une fois de l'autre côté. Bon, je passe un étage là, et une fois qu'on est arrivé à la hauteur de l'emmarchement suivant, on va passer 2 poutres sur toute la longueur là, et avec ces pierres de pivotement là, on va pouvoir faire pivoter comme ça, avec des leviers en bout là, faire pivoter, on va faire avancer comme ça sur l'escalier suivant là. Et donc avec cette façon-là, celui-ci, là, cette façon est plus efficace. Donc, parce que quand vous avez ce bloc-là, sur ces 2 points de calage, là, les ouvriers, en levant d'un côté, là, l'ensemble là est comprimé, là, on cale, après on va lever de l'autre côté, l'autre ensemble est comprimé, ça ne peut pas bouger. Et là, on va monter comme ça, en toute sécurité, sans aucun risque d'accident. À 4 mètres du bord là. On peut la faire tout en pierre, donc dans le même principe, on va faire assise par assise, on met les blocs de parement toujours à leur emplacement définitif là, et ces blocs de parement vont faire entre 10 et 20 tonnes, des grandes quantités vont faire entre 10 et 20 tonnes, et là, on est obligé de les mettre en premier, parce que si vous voulez mettre ces blocs de parement une fois la pyramide terminée, comme beaucoup imaginent, hein, il faudrait faire un échafaudage énorme sur toutes les surfaces de tous les côtés. C'est pas le sens du travail. On va acheminer ces blocs-là comme ça, et on va les positionner en premier, et donc une fois que la pyramide est donc terminée, là, donc tout ça, c'est retaillé, et tout est redémonté là, et tous les blocs vont resservir. Il n'y a pas de gaspillage. Tous ces blocs qui vont être démontés vont resservir aux petites pyramides des reines à côté. Il y a les 3 petites pyramides des reines. Et donc là, on a tous ces décalages de pierre. On va mettre un platelage en bois pour compenser ces décalages. Et on va repartir sur des traîneaux et des rouleaux, là comme ça. Même principe que l'autre. Mais moi, je suis persuadé que cette rampe était en bois parce qu'il y a ces trous au sol. Oui, là, on a ces blocs. Ces blocs sont énormes sur la pyramide de Snéfrou, la pyramide rhomboïdale. Là, vous avez ces blocs qui font 4, 5, 6 mètres de large, une épaisseur entre 80 et 1 mètre d'épaisseur. La queue, ce qu'on dit la queue, c'est l'intérieur que l'on ne voit pas, fait entre 2,50 m, voire 2,80 m. On va acheminer, parce que derrière, on a à peu près 20 mètres faits avec des blocs à peu près bien équarris. Donc, on va acheminer ces blocs sur des rouleaux. Là. On va l'amener à peu près à l'endroit où il doit être mis en place. Et donc, on va déterminer l'endroit où doit arriver le nez, là, parce qu'ils sont déjà prétaillés dans le sens de la pente, là, dans le pourcentage de pente. Et donc, on l'amène sur des rouleaux. On retire d'abord le rouleau arrière, parce que comme ça va voir. Si vous retirez le rouleau avant, l'appui va être sur le nez, et puis là, le nez va casser obligatoirement. Et là, après, on va faire un calage, comme ça, de chaque côté. Et là, les ouvriers, comme ça, vont lever, on va retirer le rouleau et on va poser délicatement le bloc à son remplacement définitif. Parce que les blocs là, ici, on est sur une surface, sur les blocs de parement, eux, ils sont parfaitement d'égale épaisseur. Et derrière, on a des blocs qui sont légèrement plus gros, là. Et là on va le voir, ces traces-là, cette retaille-là,
pour avoir une surface parfaitement plate. Et ces traces de retaille, on les retrouve sur quand on monte là pour aller entrer par le boyau d'Al-Mamoun là sur l'entrée de la pyramide de Khéops là, on peut distinguer toutes ces traces. Et là j'ai des photos là de toutes ces traces là que l'on peut voir. Et on peut même voir des traces de sciage là, parce que là on a les blocs là qui vont venir là comme ça là, et là ce sont ces blocs qui sont acheminés, et il n'y a pas 1 millimètre qui va dépasser là entre chaque bloc là. Il n'y a pas de, et cette perfection là, on va la faire parce que les blocs sont déjà parfaitement taillés à l'équerre comme ça, et il n'y a pas de mais il y a toujours des petites différences là. Et donc là, pour rattraper ces arêtes là, pour qu'ils collent parfaitement contre l'autre, donc on va amaigrir légèrement l'intérieur là, en laissant simplement une petite bordure comme ça, ici et ici. Et donc on rapproche ces blocs là, et il y a toujours, et là on va passer une lame de scie ici, et s'il fallait scier sur toute la largeur du bloc, ce serait impossible. Tandis que là, il n'y a qu'une petite bordure, et après, on va rapprocher ces blocs l'un contre l'autre, et donc après, et ça, il faudrait entrer dans les explications de la lame de cuivre, parce que vous ne pouvez pas scier avec une lame de cuivre, hein. Même en mettant du sable de quartz aussi, il y a aussi une autre explication. Ce sont les lames de scie, mais les scies, ce sont des lames en cuivre, hein, parce qu'ils ne connaissaient que le cuivre à cette époque. Donc, au moment de la coulée du cuivre, parce que le cuivre, il faut qu'il soit coulé, hein, pour avoir une lame plate comme ça. Il y a des lames qui sont parfaitement, qui sont très très longues, hein. Et donc au moment de la coulée, là, à l'endroit là où il y a la lame qui va scier là comme ça, je pourrais le démontrer avec une lame. Et ben sur l'épaisseur du sciage là, on va étaler du sable de quartz, des grains de quartz qui vont se noyer dans le cuivre, et là vous allez avoir une lame avec des grains de quartz, et là vous pouvez scier. C'est pas du sable que l'on met, parce que la scie va rouler sur le sable. Il faut que le quartz soit incrusté dans la lame.